Santé Magafrique. Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, Votre bien-être santé. Santé Magafrique. Bonjour à toutes et à tous, auditrices, auditeurs d'Ifriqiya FM, à vous qui vous intéressez à votre santé, à celle de votre communauté. Vous êtes sur la bonne station, alors aux sources de vie, mais aussi parfois de maladies. Aujourd'hui à Santé Magafrique, on parle d'un sujet crucial, les maladies à transmission hydrique, diarrhée, choléra, hépatite A. Derrière ces mots, il y a des vies, des communautés entières vulnérables face à un accès à l'eau potable encore inégal. Et pour en parler, un expert reconnu en Afrique et au-delà, le professeur Idir Bitam, spécialiste des maladies transmissibles et des pathologies tropicales émergentes. Professeur, merci d'être avec nous. Merci à vous, bonjour. Bonjour docteur. Professeur, on parle souvent des maladies à transmission hydrique sans toujours savoir exactement ce que cela englobe. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer concrètement déjà ce qu'on entend par maladie hydrique et quelles sont les plus fréquentes en Afrique aujourd'hui? Donc effectivement, il faut d'abord, il faut essayer. C'est pas évident dès que le terme maladie à transmission hydrique, parce que c'est très vaste, très vaste. C'est toutes les pathologies, tous les agents pathogènes. D'accord. Il y a plusieurs, d'une vingtaine. Mais les plus importantes, effectivement, donc je vais les citer juste après. Il faut d'abord expliquer. Donc c'est quoi? C'est les agents pathogènes, bien sûr, qui peuvent donner des maladies chez l'humain, dont la transmission est diverse. Donc soit c'est par boisson, donc on boit de l'eau qui est contaminée par des virus, des bactéries. C'est ça. Voilà. Sinon, il y a aussi la plage, par exemple, ou bien la mer, ou bien les oueds, etc. Des fois, on plonge sur des eaux saumâtres. Et là, effectivement, il y a d'autres types de maladies, bien sûr qu'on va citer après. Il y a aussi les maladies à transmission hydrique indirecte, où effectivement, c'est les moustiques qui se développent dans des gîtes où il y a de l'eau. C'est ça. Des gîtes d'eau, etc. Donc, ils peuvent effectivement transmettre. Il y a une des maladies qui est vraiment très, très importante en Afrique, qui représente vraiment un vrai problème de santé publique qu'on va citer tout à l'heure. D'accord. Quand on parle de maladies à transmission hydrique, docteur, on pense souvent aux zones rurales isolées. Mais est-ce que l'eau que nous consommons en ville, même embouteillée parfois, est toujours sûre? Justement. Donc tout ça, c'est lié aussi au changement climatique et c'est lié aussi aux fortes températures. Parce que lorsqu'il y a beaucoup de température, malheureusement, la population consomme beaucoup d'eau. Et donc, à force de consommer l'eau parce qu'il fait chaud, on sue, on se dépense beaucoup plus, etc. Donc là, effectivement, il y aura beaucoup moins d'eau potable, c'est-à-dire l'eau, soit l'eau de robinet potable ou bien l'eau de, bien sûr, ce qu'on appelle l'eau minérale ou l'eau de source embouteillée. Et là, ça va causer un vrai problème parce qu'après, on va se bifurquer vers les eaux de source, les eaux des puits, etc. Malheureusement, qui ne sont pas toutes contrôlées. C'est comme ça, on a d'autres maladies que je vais citer, bien sûr, après, qui c'est malheureusement des maladies mortelles et qui sont très importantes. Donc, c'est pour ça que cette émission, elle est très importante pour sensibiliser. On peut justement citer quelques-uns. Donc, les risques bien surtout sûr, silencieux pour un auditeur ou une auditrice qui nous écoute depuis son quartier urbain, docteur. Très bien. Alors, on va citer déjà les maladies à transmission hydrique par rapport les eaux de robinet qui sont pas contrôlées, bien les eaux de puits, les eaux de source, etc. Donc, on a par exemple le choléra, malheureusement, qui peuvent effectivement être transmis par ingestion d'eau contaminée par Vibrio cholerae. Et bien sûr, comme l'origine tout simplement, c'est les canalisations des eaux usées et les eaux potables où il y a ce qu'on appelle une bifurcation. Donc, donc l'eau contaminée peut contaminer l'eau propre. D'accord. Et c'est comme ça que la population se contamine. On a un deuxième type, bien sûr, on a la leptospirose. La leptospirose, c'est indirect parce que c'est une maladie qui est transmise par les urines de rongeurs. Donc les rongeurs, vous savez que lorsqu'il fait chaud, ils sont très très attirés par l'eau, par la fraîcheur. Et donc la nuit, donc ils tournent autour de l'eau. Donc généralement c'est autour des puits. Et malheureusement c'est là où ils font des urines. Donc ils émettent
les urines qui sont hyper infectées par l'électrospire. Et bien sûr, en fond du puits, bien sûr, c'est ombragé, donc il n'y a pas de lumière, c'est juste ce qu'il faut, la température qu'il faut, l'ombre qu'il faut, donc il y a toutes les conditions pour que cette bactérie se multiplie, se propage. Et c'est comme ça qu'effectivement, lorsqu'on boit de l'eau du puits qui ne sont pas contrôlés, qui sont contaminés par l'électrospire, pratiquement à 100% se contaminent. Malheureusement, c'est une maladie mortelle. C'est une maladie. Oui, et on a d'autres maladies, telles que, par exemple, indirectes aussi, où on a parlé, c'est des larves de moustiques, qui ont besoin des petites flaques d'eau, bien, c'est des petits gîtes larvaires. Malheureusement, on a le paludisme, donc malaria, qui sont transmises par l'anophèle. L'anophèle, on a plusieurs types. Donc en Afrique, on a beaucoup plus le gambier arabien qui font vraiment un ravage. Malheureusement, on n'arrive pas à l'éradiquer, on n'arrive pas à baisser déjà la densité de population infectée par le paludisme. Donc il y a tout un travail qui doit être fait en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, etc. Donc il y a un grand chantier de travail qui doit être continué parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par les structures sanitaires. Mais il manque quelque chose parce que ça fait partie du One Health, ça. Mais faut savoir que c'est une maladie où il n'y a pas d'intervention d'animal. Donc c'est pas une zoonose, c'est un anthropophile. C'est une anthropophile, donc c'est l'homme, l'anophèle, c'est l'homme. Donc, mais le One Health, c'est-à-dire qu'il faut faire intervenir d'autres acteurs, tels que les écologistes, l'environnement, les gens qui travaillent dans l'environnement, parce que le moustique, il a besoin d'un environnement particulier. C'est ça. Donc, si on évite, si on lui crée des barrières, c'est-à-dire que pour qu'il ne puisse pas vivre correctement, donc il est obligé de changer, soit de changer l'endroit, ou bien il ne peut plus continuer à se développer. Selon l'OMS, docteur, si on parle maintenant de chiffres, plus de 2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à une eau potable sûre. Et en Afrique, parce qu'on s'intéresse à l'Afrique, c'est notre continent, quelles régions sont les plus exposées, si on peut, est-ce qu'il existe une corrélation directe entre pauvreté, précarité sanitaire et risque hydrique? Oui et non. Bon, oui, bien sûr, ça c'est sûr, parce que lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'eau, bien sûr, il y a des guerres ou bien des risques sanitaires ou bien des risques, des catastrophes naturelles, etc. C'est automatique. Automatiquement, on a toutes les maladies à transmission hydrique qui apparaissent. C'est tout à fait normal parce qu'il y a une guerre aussi humaine qui se déclenche entre la population pour avoir la ration normale de nourriture ou bien de l'eau potable. Il y a aussi, bien sûr, le fait de température. On a commencé par ça, c'est très important. D'accord. Parce que lorsqu'il fait chaud, on boit beaucoup d'eau, on consomme de l'eau et on a besoin de se rafraîchir. C'est ça. Donc, on prend des douches ou bien se fait des toilettes, etc. Mais malheureusement, lorsqu'il n'y a pas d'eau, on est obligé ce qu'on appelle le système D, c'est de prendre de l'eau qui n'est pas potable, au moins pour se laver ou bien pour l'utiliser autre que de le boire. Donc après, là, on voit vraiment la relation. Après, malheureusement, il y a d'autres personnes qui utilisent des filtres. Mais c'est des filtres, c'est pas des filtres ceux qui se vendent au supermarché. C'est des filtres, c'est un tissu, 22 du tissu. Ils filtrent l'eau, etc. Et malheureusement, ça filtre pas les bactéries, ça filtre pas les virus. Donc c'est ça le problème. Donc les gens boivent en disant voilà, on a essayé d'enlever le maximum, mais bon, vous avez enlevé c'est-à-dire les détritus, mais vous n'avez pas enlevé les bactéries. Et qu'est-ce que vous recommandez, docteur, pour filtrer l'eau pour ceux qui n'ont pas les moyens? Il y en a ceux qui disent qu'il faut mettre une goutte d'eau de javel ou un truc comme ça. Est-ce que vous recommandez ça? Oui. Bon, il y a l'eau de javel, il y a aussi ce qu'on appelle le filtre pour calcaire, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, c'est pour éviter le calcaire, justement, parce qu'en fait, après, ça fait des calculs rénaux, ça fait beaucoup d'autres maladies. C'est ça, les cailloux. Voilà. Sinon, effectivement, l'eau de javel peut faire l'affaire, mais après, le problème, lorsqu'on est devant une eau qui est déjà, visuellement, elle n'est pas potable, on voit déjà qu'elle n'est pas claire, elle n'est pas limpide. Non, c'est-à-dire déjà, en plus, on voit que les gens peuvent boire cette eau. Ils sont obligés de la boire parce qu'il n'y a pas autre chose. Voilà, donc déjà, il y a beaucoup de choses, même si ce n'est pas des bactéries, c'est pas infectieux, c'est physique.
Après, c'est comme ça que ça fait des calculs, ça fait beaucoup de problèmes au niveau des reins ou le pire au niveau des poids. Du poids. Là, vous venez de mentionner l'eau qui est visuellement, on voit qu'elle n'est pas propre, mais parfois l'eau, visuellement, on voit qu'elle est très nette et propre, mais pourtant elle est nocive. Mais nous allons y revenir. Maintenant, on observe des flambées de choléra cyclique dans plusieurs pays du continent, notamment après les inondations. Professeur, est-ce que les politiques de gestion des eaux et des catastrophes naturelles sont insuffisantes selon vous? Et sinon, faut-il repenser les infrastructures publiques ou bien c'est un problème de gouvernance? C'est un problème de gouvernance. Pourquoi? Parce qu'en fait, oui, mais en même temps, il y a la population. C'est ça. C'est une affaire de toute la population, que ce soit les personnes qui boivent, effectivement. Il y a les personnes qui ont la capacité c'est-à-dire, ils ont le stock nécessaire, mais ils continuent toujours à stocker encore plus. D'accord. C'est un problème de personne, c'est un problème d'éthique, c'est un problème, je sais pas, c'est ça, une personne qui est correcte, une personne qui est bonne. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils partagent. Il n'y a pas de phénomène de partage. Donc, chacun essaye de garder pour lui le maximum de réserve. Et malheureusement, ils oublient les autres. Et c'est comme ça qu'on crée d'autres problèmes sanitaires. Voilà. Après, quand je dis effectivement c'est un problème, si on peut dire politique aussi, hein, parce que en fait, c'est vrai, pour drainer, pour rétablir la canalisation, pour corriger, pour fermer les canalisations qui sont fissurées, etc. Eh ben, ça nécessite beaucoup d'argent, surtout qu'il faut creuser, c'est pas combien de profondeur pour essayer de récupérer les canalisations, les refaire, ou bien carrément les refaire, comme j'ai dit, effectivement. Après, il y a aussi autre chose par rapport aux maladies de transmission électrique qu'on oublie tout le temps, c'est les fameuses citernes. Vous savez que maintenant, toute l'Afrique... C'est vrai. C'est des citernes, parce qu'en fait, on n'est pas à l'abri des coupures d'eau, et donc la majorité de la population préfère avoir une réserve d'eau, malheureusement qui n'est pas potable, et je suis sûr que la majorité boivent quand même de l'eau de citerne. Et bon, si vous voulez boire l'eau de citerne, il faut pratiquement chaque 2 mois la laver. C'est-à-dire qu'il faut la vider, la déconnecter, la laver avec de l'eau de javel, la filtrer, la bien nettoyer, bien rincer, la redémarrer, tout simplement. La redémarrer, voilà. D'accord, donc tout est impliqué. Voilà. D'accord, parce que beaucoup de gens qui nous écoutent là utilisent déjà des citernes. On est obligé de le faire dernièrement à cause des coupures d'eau. Oui, mais concrètement, professeur, pour nos auditeurs et auditrices, comment reconnaître les premiers signes d'une contamination hydrique? Le premier signe, c'est bien sûr le mal de ventre. Mal de ventre, des fois des étourdissements. Des diarrhées, je pense, aussi. Les diarrhées, c'est juste après. Déjà, ça va commencer avec des douleurs au niveau... D'accord, pas tout de suite. Voilà. Des fois, on a effectivement des ballonnements. Donc, lorsqu'il y a des ballonnements, il y a des gaz, beaucoup de gaz. Donc ça, c'est le premier signe. Ensuite, effectivement, les diarrhées, c'est 2 heures, 3 heures, voire 4 heures après. Ça commence à avoir des diarrhées. Après, ça devient des diarrhées chroniques. Donc, 24 heures, 48 heures après, c'est de l'eau. Pratiquement, c'est très liquide. Et voilà. Et moi, je déconseille sincèrement de ne pas prendre des antidiarrhéiques tout de suite, immédiat. Il faut laisser passer les toxines. Il faut vider les toxines. Il faut laisser extérioriser toutes les toxines. Parce qu'il y a malheureusement ceux qui prennent directement, par exemple, l'imodium, etc., l'imodium, c'est des antidiarrhéiques très puissants. Donc, ça arrête tout de suite, et ça peut même devenir l'inverse. Ça peut faire des selles dures, etc. Ça peut durcir, et malheureusement, les toxines vont rester. Donc, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut laisser passer au moins 24 heures, 48 heures. Il faut laisser passer, il faut boire beaucoup d'eau, il faut se réhydrater. Parce que c'est de l'eau qui sont passées. Donc là, vous parlez, docteur, dans un contexte où l'accès rapide à un centre de santé n'est pas garanti. Exactement. Tout le monde peut faire ça. Chez soi, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, c'est 24 heures, 48 heures. Après, bien sûr, moi, ce que je conseille pour les gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, c'est toujours d'avoir des antidiarrhéiques à leur disposition. Il faut avoir de sels de réhydratation parce que ça touche beaucoup plus les bébés et les enfants. Donc, les bébés et les enfants, il faut les réhydrater avec des sels de réhydratation. Ça va leur donner encore envie de boire encore plus. D'accord. Donc, il faut leur donner plus d'eau pour qu'ils puissent
Il y a aussi un autre phénomène, c'est les personnes âgées à partir de 65-70 ans. D'accord. Ils ont plus envie de boire. Il n'y a plus d'envie de boire, même s'il fait chaud, etc. C'est vrai. Et donc On là, ne ressent pas cette chose. envie. Il faut les accompagner, il faut rester toujours à côté, il faut les hydrater, les réhydrater avec l'eau, cette réhydratation, sauf s'ils sont hypertendus, même s'ils sont hyper tendus, ils doivent quand même boire de l'eau, même un peu salée, ça va leur donner envie de boire encore plus, et il faut les forcer à boire. Alors, je reviens sur notre sujet de tout à l'heure, donc pour rebondir sur des pratiques justement, des pratiques courantes. Beaucoup de gens pensent qu'une eau claire est une eau saine. Est-ce que, docteur, c'est une idée reçue? Et puis, est-ce que le fait de faire bouillir l'eau suffit-il réellement à la rendre potable? Oui, bon, l'eau, faut savoir que l'eau qu'on appelle bouillie, etc., c'est de l'eau qui n'est plus minéralisée. D'accord. Voilà, c'est comme l'eau distillée, la même chose. Donc c'est de l'eau qui a même le goût, c'est un peu pâle, donc il n'y a aucun goût. Voilà, mais après, on n'a pas le choix. Maintenant, oui, effectivement, lorsque on n'a pas accès à l'eau potable, on est obligé de prendre l'eau, mais c'est de l'eau propre, comme vous l'avez dit, donc l'eau propre, limpide. Voilà, malheureusement, même si elle est propre, on ne voit pas les bactéries, les virus, les parasites, les champignons. D'accord, donc ça veut dire qu'une eau claire n'est pas toujours saine. Ah non, pas du tout. Et c'est cette eau claire qu'il faut bouillir. Justement. Au moins 10 minutes. Une fois qu'elle est bouillie, vous pouvez la refroidir, ensuite la laisser au réfrigérateur. Ça vous permet de vous réhydrater à chaque fois que vous avez envie. D'accord. Donc un petit focus sur la jeunesse et l'éducation. Les enfants, docteur, sont souvent les premières victimes. Selon vous, à quel point l'éducation sanitaire à l'école pourrait-elle faire la différence? Est-ce qu'apprendre à gérer l'eau, c'est aussi apprendre à se protéger de la maladie? Exactement. Donc c'est l'âge, effectivement, c'est l'âge où les personnes, c'est-à-dire l'être humain peut être sensibilisé le plus. On peut sensibiliser les enfants. Il n'y a pas meilleur que l'enfant, parce que l'enfant, il transmet l'information aux parents. Voilà, et dès qu'il rentre, voilà, papa, maman, on l'a vu aujourd'hui, la maîtresse ou le maître nous a donné des informations sur la qualité de l'eau, comment boire, comment faire, comment filtrer, surtout comment ne pas gaspiller. Voilà, le problème, c'est le gaspillage aussi. C'est malheureux de dire ça, des fois on trouve des familles qui ne trouvent pas une goutte d'eau disponible. Il y a une autre famille à côté qui utilise des piscines remplies d'eau. Ça, c'est une injustice incroyable. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un certain équilibre, une certaine égalité de vie, parce que l'eau, c'est la vie. Je ne parle pas autre chose c'est du luxe. Mais lorsqu'on parle de l'eau de robinet, c'est pas possible qu'il y ait, par exemple, des quartiers fermés et qui n'ont pas d'eau. Il y a des quartiers qui disposent de l'eau. Voilà. Et malheureusement, c'est ça, c'est l'indisponibilité des eaux de robinet. Et c'est pour ça la majorité maintenant, même s'ils ont des citernes, des fois ils restent 3-4 jours sans eau, des fois une semaine. Quand même. Et la citerne ne suffit pas, elle est déjà vide. Ce qui est grave. Il existe, docteur, des solutions locales, des systèmes de filtration low cost, des innovations portées par de jeunes Africains. Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous partager de réussite ou de projets prometteurs en Afrique dans ce domaine? Exactement. Là, on parle de triple filtration, mais c'est des entreprises, c'est des grosses entreprises qui filtrent on parle de 2000-3000 mètres cubes par minute. C'est immense. Et là, effectivement, c'est des filtrations, c'est des puits qui puisent, ils font des puits, et chaque puits, donc, ça draine de l'eau, et chaque puits va filtrer. Donc, c'est des tuyauteries qui sont constituées d'un grand filtre. Donc, à chaque fois, il filtre. Donc, chaque fois que l'eau part dans un puits, il va être aspiré par la tuyauterie. Donc, c'est un canal, c'est assez gros, qui vont filtrer. Donc, il y aura 3 ou 4 filtres, et le dernier filtre qui va sortir, c'est de l'eau ultra pure, qui peut être utilisée dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'à partir des eaux usées, ou bien des eaux désuètes, etc., des eaux de les eaux de mer, etc. C'est pas mer, l'eau de mer, c'est autre chose. C'est le dessalement, ça coûte excessivement cher. Mais là, on parle des eaux, c'est-à-dire dans des zones retirées, c'est-à-dire beaucoup loin, très très loin des mers. C'est-à-dire que je parle des pays où il n'y a pas beaucoup, ils sont extra
marins. Mais sinon, dans notre continent, docteur, est-ce qu'on a des projets prometteurs dans ce domaine? Oui, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont créées, des startups qui se sont créées. Très bien. Et par rapport à cette technologie, c'est de créer des tuyauteries ou bien des canalisations qui filtrent en même temps. C'est-à-dire qu'ils vont faire passer de l'eau, mais tout en filtrant l'eau plusieurs fois. Et donc, ils sont filtrés, comme j'ai dit, 3 ou 4 fois. Au bout de 4e filtration, 3e filtration, c'est de l'eau qui sont très pures, qui peuvent être, bien sûr, utilisées dans les boissons, utilisées dans les industries agroalimentaires. Très bien. Etc. Pour laquelle, bien sûr, ça donne espoir. L'agriculture. Voilà. Donc, c'est ce qui est en train de se faire un peu partout dans les pays africains. Très bien, très bien. Professeur, si vous deviez imaginer une Afrique où l'eau ne transmet plus la maladie, par quoi faudrait-il commencer concrètement selon vous? Est-ce que ce serait une révolution technologique, politique ou simplement une prise de conscience collective selon vous? C'est la deuxième. C'est tout simplement, c'est l'éducation sanitaire. Donc, il suffit seulement de dire, voilà, qu'il y a un risque sanitaire, il y a un risque important, il y a un risque de mortalité. Il faut vraiment sensibiliser la population à ne pas boire n'importe quelle eau, ça c'est une, et de ne pas gaspiller de l'eau potable. Et son importance, l'eau potable. Et de 3, c'est qu'il y ait une certaine égalité, surtout par rapport aux bébés. Les bébés sont très, très sensibles. Pour quelque chose de très, très simple, ça peut créer malheureusement vers la réanimation ou bien vers la mortalité. Tout simplement. Très important. Alors, pour terminer, docteur, que ce soit dans la sphère politique, dans les médias ou dans la société civile, que faudrait-il, selon vous, changer dans la façon dont on parle et agit face aux risques liés à l'eau en Afrique? C'est le gaspillage. Ça, c'est numéro 1, il ne faut pas gaspiller l'eau. Malheureusement, lorsqu'on a l'eau qui est à notre disposition, on l'utilise à tort et à travers, et malheureusement, on ne réfléchit pas. Donc l'eau, c'est sacré, donc il faut vraiment l'utiliser à bon escient. Il faut l'utiliser juste ce qu'il faut, prendre ce qu'il faut. Après, si malheureusement on a sont pas distribués, il n'y a pas il y a une bonne distribution d'eau potable, on peut se permettre de faire une citerne, mais pas des citernes de 2000-3000 litres. Quand même utiliser des citernes de 500 litres, de 2000 litres maximum. Ça permet de garder l'eau pendant... Et qu'en est-il, docteur, des bâches à eau, les bâches à eau qu'on construit dernièrement? Le problème des bâches à eau, on a eu des contaminations de l'hépatite-A. D'accord. Oui, il faut faire attention. Donc, parce que les bâches à eau contiennent plus de 2000 litres. Oui, tout à fait. Donc les bâches à eau, il faut faire très attention parce que ça peut se contaminer. Malheureusement, on a eu des cas. Et donc, lorsqu'on parle de bâche à eau, il faut utiliser des filtres au niveau des robinets. Voilà, D'accord. On a donc souvent tendance à oublier que l'eau, si elle est mal gérée, peut tuer, mais elle peut aussi être la solution. En un mot, professeur Bitam, que diriez-vous à nos auditeurs pour qu'ils prennent conscience aujourd'hui de leur pouvoir de prévention? Très bien. Donc, comme j'ai dit, c'est l'éducation sanitaire. L'éducation sanitaire commence déjà par les écoles. C'est très important. C'est-à-dire un enfant qui est bien informé, donc il va garder cette information toute sa vie. Ça, c'est très important. Et ça peut aussi transmettre. C'est un transmetteur. Donc, lorsqu'il parle avec d'autres enfants, ou bien avec ses parents, à la famille, il transmet l'information parce que le fait de le sensibiliser, donc ça le garde comme mémoire. Donc, on va le garder comme mémoire, ça c'est très important. Et de deux, il faut aussi, comme je l'ai dit, je le redis tout le temps, il faut toujours garder le gaspillage, il faut faire attention au gaspillage de l'eau. Lorsque vous buvez de l'eau qui ne sont pas contrôlées, lorsqu'on parle de puits, on parle de beaucoup de choses, il faut faire très attention. Voilà, tout simplement. On a parlé de leptospire, c'est une maladie très dangereuse. Ça fait des problèmes rénaux, des problèmes hépatiques. On parle de légionellose, surtout dans des hammams ou bien lorsqu'on fait chaque semaine ou bien chaque deux fois par semaine, il y a des gens qui adorent faire ce qu'on appelle des hammams. Donc, il y en a beaucoup, c'est vrai. C'est pas mort, on peut dire ça, voilà. Et malheureusement, c'est de l'eau qui sont pas contrôlées du tout, parce que de l'eau chaude.
Et l'autre chose, malheureusement, c'est là où ça développe certains groupes de maladies. Parmi ces agents pathogènes, c'est la légionellose, et qui est malheureusement qui est mortelle. Voilà. La prévention est très importante. Ce n'est pas seulement une question de microbes, de maladies ou de statistiques. C'est une question de justice, de dignité, de vie. Ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est que derrière chaque goutte d'eau non potable, il y a un risque, mais aussi qu'il y a des solutions, des gestes simples, des engagements possibles ici et maintenant. Merci au professeur Bitam pour cet éclairage essentiel. Et à vous, chères auditrices et auditeurs, vous avez peut-être l'eau au robinet ou peut-être pas, mais vous avez toutes et tous le droit de savoir, de comprendre et d'agir. À Santé Mag Afrique, on continuera à donner la parole à ceux qui soignent, qui alertent, qui innovent, parce que la santé n'attend pas. À très bientôt.